Bonsoir et merci de votre fidélité à Télé 7. L'actualité de ce vendredi 31 août reste dominée par le chèque cuisant du Rwanda devant le comité des sanctions de l'ONU. Malgré des efforts de dissuasion, l'oral de la ministre rwandaise des Affaires étrangères n'a convaincu aucun de cette structure du Conseil de sécurité. Ce qui fait dire à la presse quinoise que Kagame et ses parrains sont tous au dos au mur. Un autre sujet qui domine l'actualité, c'est la rentrée scolaire qui intervient dans 72 heures. À Kinshasa, la fièvre monte et la plupart des parents disent n'avoir rien réuni pour envoyer leur progéniture à l'école. Vous aurez un dossier complet dans ce journal. Enfin, on a célébré ce vendredi la journée africaine de la médecine traditionnelle. Malgré des avancées enregistrées, les médicaments à base de plantes sont encore au centre d'une controverse, surtout en ce qui concerne leur posologie, mais aussi leur conservation, qui suscite de vives inquiétudes. Voilà tout pour les sommaires. Bonsoir. En province orientale, le FARDC affirme avoir tué 28 miliciens, dont le responsable de la logistique du chef de guerre, Paul Sadala, Alliance Morgan, dans la localité de Lulumo, à 130 km de Mombasa, au sud de Bunia, à Nituri. Le commandant des opérations militaires, le colonel Simon, annonce la reprise de la localité de Lulumo et ses environs au terme de combats avec les miliciens Simba. Il affirme avoir récupéré 10 armes AK-47, un mortier 60, un G3, 4 calibres 12 et bien d'autres matériels de guerre. L'oral passé devant le comité des sanctions des Nations Unies par la délégation rwandaise n'a convaincu personne. Face à des preuves indémontables, la ruse de Kigali n'a pas trouvé preneur. Les parrains viennent de prendre la mesure des égarements du régime Kagame. Face à ces évidences, les États-Unis et la Grande-Bretagne sont soumis à une rude preuve de choix entre le soutien aveugle aux conséquences humanitaires dramatiques et des sanctions plus coercitives contre Kigali. Suivez à ces propos ce commentaire de la rédaction avec Anita Lomboa. Le sang de 9 millions des Congolais crie vengeance. Leurs bourreaux connus et inconnus sont actuellement dans l'impasse et ne savent plus à quel sein se vouer. Oui, c'est bien ça. Le Rwanda et son président ne vont plus se soustraire de la colère des Congolais, malgré des efforts visiblement stériles pour occulter une vérité aussi claire que la laine. La bouillante ministre rwandaise des Affaires étrangères a de la sueur froide mercredi devant le comité de sanctions de l'ONU. Louise Mushikiwabo a tenté en vain de réverser la vapeur au profit de son pays. Dans son argumentaire, la patronne de la diplomatie rwandaise a voulu faire croire que le conflit de l'Est est une affaire congolaise et que son pays est injustement accusé de soutenir les rebelles du M23. Trop facile pour convaincre l'équipe des Nations Unies qui, du reste, bien renseignée sur les aventures de Kagame à l'Est de la RDC. La partie congolaise n'avait même plus eu à forcer la note. Le Rwanda est bien dans la nasse. Rien à dire, le soutien aveugle qu'il accorde aux milices qui écument l'Est de la RDC est à la base de la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. Un bémol tout de même, Kigali s'en tire plutôt sans vraie sanction. Les observateurs avertis parlent d'un dos à dos que le comité de sanctions a infligé aux deux pays. Seuls les responsables du M23 subiront la colère des Nations Unies. Mis dans l'embarras, les pays qui soutiennent le régime de Kigali sont eux aussi en difficulté, malgré quelques petites sanctions qui annoncées à l'encontre de Paul Kagame et son pays. Côté congolais, le maître mot, c'est la vigilance tous azimuts. Au chapitre de l'éducation, je l'ai dit en ouverture, la rentrée des classes intervient le lundi prochain. Dans les différents marchés de Kinshasa, l'engouement n'est pas celui de grand jour. Les vendeurs de fournitures scolaires se plaignent de tout le mal qu'ils ont pour écouler leurs produits. Les parents ne savent non plus où donner de la tête par les temps qui courent. Du côté des syndicats, on exige l'amélioration des conditions de travail. Pour sa part, le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel l'a confirmé dimanche aux inspecteurs venus de toutes les provinces du pays. Cette reprise des activités scolaires, a-t-il précisé, aura lieu sur tout l'ensemble du territoire national. Des dispositions ont été prises pour les élèves qui fréquentent des écoles situées dans les zones à conflit, à l'instar du Nord Kivu, Makermwangu, des propos recueillis par Rosa Awazi. Oui, partout, c'est sur l'ensemble du territoire national. Nous lançons un appel. Donc, nous disons vraiment qu'on nous laisse tranquille, que les enfants aillent à l'école. Il y a des contacts qui sont pris avec la province.
notamment du Nord Kivu, pour voir dans quelle mesure on peut libérer ces salles de classe. Pendant ces temps, les enseignants du secteur public augmentent la pression sur le gouvernement et lui demandent de respecter ses engagements. Les enseignants membres du CIECO l'ont dit au cours de leur assemblée générale qui a eu lieu ce jeudi au siège du COSEP dans la commune de Limete. Déterminés à faire entendre leur voix, les participants à ces travaux devaient avant tout faire la restitution de l'entretien que l'intersyndical a eu avec le ministre de l'EPSP. Ils ont également dénoncé certaines ratés de la bancarisation de paye des enseignants. Retour sur cette activité syndicale avec Bijumbu, Yolande Voka et Baby Malobo. Réunis en assemblée générale, les enseignants du secteur public font la restitution de l'entretien que les responsables de leur syndicat ont eu avec le ministre de l'EPSP. Au sujet de la rentrée scolaire 2012-2013, les enseignants sont disposés à reprendre le chemin du service, mais exigent que le gouvernement respecte son engagement. En ce qui concerne la rentrée scolaire 2012-2013, les enseignants constatent ce qui suit. Malgré le quinquennat du social prôné par les chefs de l'État, la prise en charge des enseignants par les parents se porte à merveille dans les établissements d'enseignement, de la maternelle à l'université, contribuant ainsi à la forte déperdition scolaire. Les non-paiements de plusieurs enseignants jusqu'à ce jour, bien que déjà mécanisés, NP. De la bancarisation de leur salaire, les enseignants des écoles officielles disent constater plusieurs anomalies dont ils demandent la correction immédiate. L'omission de plusieurs enseignants payés au mois de juillet 2012 au niveau des banques et de certaines écoles. Les non-paiements des salaires des décédés et aux enseignants ayant remplacé les déserteurs. Les comptes de certains enseignants non crédités. Un désordre indescriptible entretenu au niveau de certaines banques, plus particulièrement à l'Ecobank, avec monnayage de services allant de 500 à 2000 francs congolais. Contrairement aux années antérieures, les principaux syndicats des enseignants optent pour le dialogue, même s'ils menacent de radicaliser d'opposition, dans l'hypothèse où le gouvernement tenterait de se dérober de ses responsabilités. Dans la farde de la santé, le gouvernement doit débourser 15 000 $ pour accentuer la sensibilisation sur l'épidémie d'Ebola qui sévit à l'est du pays. Le ministre de la Santé publique l'a annoncé ce vendredi au cours d'un point de presse au siège du programme élargi des vaccinations à Gombe. Félix Kabange-Numbi rassure que la situation est relativement maîtrisée par rapport au mois passé. En l'absence du traitement approprié, la population doit respecter les règles élémentaires d'hygiène. Doudou Ndombe et Mariam Boya. Face à la presse locale, le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, donne des précisions sur la fièvre Ebola. Iziro, Viandana, Dungu, Faradje et Poko sont les zones de santé confirmées, probables et suspects où circule le virus d'Ebola. Le ministre donne ces statistiques et pense qu'il faudrait habiller le malade et leur garde avec une tenue appropriée, ainsi que le personnel de santé. Nous avons échangé avec les malades. C'est vrai, psychologiquement, les quelques malades que nous avons trouvés en hospitalisation sont choqués. C'est normal, parce que, sachant qu'il n'y a ni maladie, ni médicaments, ni vaccins, ce sont des malades qu'on a retrouvés très touchés, très angoissés même, mais nous avons eu à échanger avec eux. Pour éviter cette fièvre, le ministre de la Santé recommande le lavage des mains à l'aide du savon et ajoute qu'une personne en contact avec un malade d'Ebola doit être suivie pendant 21 jours. Pendant ces temps, le pays a célébré ce 31 août, comme bien d'autres pays africains, la journée africaine de la médecine traditionnelle. Pour cette année, le thème retenu par l'OMS dit tout sur la portée de cette thérapie. Décennie de la médecine traditionnelle, pour quel impact? Les praticiens présents à la cérémonie officielle organisée au Centre national de transfusion sanguine à Bandal ont émis le vœu de voir la médecine traditionnelle devenir accessible pour sécuriser la population. Doudou Ndombe et Mariam Boya. C'est depuis 10 ans que l'OMS a reconnu la journée africaine de la médecine traditionnelle. Pour le ministre de la Santé publique, Félix Kabange-Numbi, 80% de la population recourt à la médecine traditionnelle pour ses besoins de santé.
Il renseigne que la RDC, à travers le programme national de promotion de la médecine traditionnelle et des plantes médicinales, a déjà entamé le processus de promotion du bon usage de la médecine traditionnelle afin de garantir à ses utilisateurs son efficacité et son innocuité. Cette année, nous célébrons sa 10e édition sous le thème décennie de la médecine traditionnelle. Pour quel impact? Nous conformons aux recommandations émises par l'OMS. Nous avons préféré en RDC axer notre journée sur le sous-thème médecine traditionnelle, un défi de santé publique. Pour la directrice nationale du programme national de la médecine traditionnelle et plantes médicinales, la collaboration et la communication restent le seul problème majeur à résoudre par la RDC, qui est parmi les pays qui ont ratifié les textes de la médecine traditionnelle. Le président du Conseil national des tradipraticiens, Didier Mampassi, demande au ministre de l'accompagner dans ses recherches. L'on recommande au ministère de la Santé d'enregistrer tous les tradipraticiens afin d'éviter des déviations. Sur le terrain, les deux médecines se côtoient tant bien que mal. Au marché central de Kinshasa, où nos reporters se sont rendus, vous allez le voir, beaucoup parmi ceux qui recourent au traitement à base de plantes avouent avoir été guéris de plusieurs infections. Suivez. Le commerce de produits pharmaceutiques à base de plantes prend de l'ampleur et semble bien nourrir son homme. C'est l'impression qui frappe à l'œil chaque fois que vous fréquentez le coin où les tradipraticiens ont érigé leur quartier général au marché central de Kinshasa. Sur les étals, vous en avez de toutes les sortes, du jus extrait à la base de gingembre et toutes sortes de racines dont les vertus curatives ont été attestées selon ceux qui les commercialisent. Toutes ces recettes soignent des maladies diverses et variées. Les gingembres mieux tangawizi s'obtient du mélange de plusieurs racines et cela traite plusieurs maladies. Principal point d'achoppement entre la médecine moderne et traditionnelle, la guérison par une seule plante de plusieurs infections est au centre d'un débat qui n'a pas encore dit son dernier mot, même si cette femme tente de se justifier. Cet oignon sauvage est un médicament efficace contre plusieurs maladies, dont le maux de ventre. Confrontés à d'énormes problèmes financiers, beaucoup de Quinois recourent à la médecine traditionnelle dont ils vantent les mérites et surtout parce qu'elle est à la portée de toutes les bourses. Moi, je n'achète pas les produits modernes. Moi, chez moi, même mes enfants, toute ma génération prennent toujours les produits traditionnels. Peut-être qu'il y a d'autres gens qui sont en train de tromper sur la médecine traditionnelle. Mais la médecine elle-même n'a pas de faute. C'est très meilleur, ça soigne bien, il n'y a pas de difficulté. Si quelqu'un seulement donne des doses comme il faut. La discussion entre les deux médecines, c'est la conservation. Il faut dire que les emballages utilisés par les tradipraticiens, souvent des récipients ramassés après leur premier usage, accroît la méfiance de certains patients qui craignent d'attraper d'autres maladies, dont celle des mains sales. Faisons un tour dans la périphérie de la capitale. Là-bas, les habitants de quartier Kinkole et Bibois vivent quotidiennement dans la crainte. Des grosses têtes d'érosion menacent d'emporter leurs habitations. Pire encore, l'eau potable et l'électricité n'existent quasiment pas. Ce qui rend la vie pénible, pour ne pas dire impossible. C'est les grands dossiers de ces journaux signés Anita Luamboa, Serge Kouete, Blancha Kandolo et Elisée Bilonda Kassonga. Vivre dans les meilleures conditions devient difficile par ce temps qui court à Kinshasa. C'est le fait non seulement de l'eau potable et de l'électricité qui font défaut un peu partout, mais aussi des têtes d'érosion qui menacent d'emporter des quartiers entiers. La situation est vécue avec amertume à Kinkole et Bibois, où des populations assistent impuissantes à la détérioration de leur cadre de vie. Il y avait une belle maison sur ces sites qui a été emportée. Son propriétaire est décédé par la suite.
Parlant de l'eau, il faut tout de suite signaler que cette denrée semble inconnue par ici. Dans certains endroits, pas de robinet, ni des tuyauteries de la Régie des eaux, une preuve suffisante que ses compatriotes ne sont pas encore connectés au réseau de la Régie des eaux et ils ne le seront pas peut-être de sitôt. Pour elle, cette difficulté, il est recours à l'eau de la source malgré le danger qu'elle représente. Nous n'avons pas d'eau potable à Bibois. Que les autorités nous viennent en aide. Quant à l'électricité, il ne se leurre pas du tout. Aucun dispositif pour assurer la desserte en courant électrique. Le quartier Bibois baigne dans le noir. Les plus nantis ont des générateurs. À défaut, ils recourent à la lampe tempête. Vers 19h, il y a vraiment l'obscurité. Les gens ne pouvaient même pas marcher. Bon, il faut chercher dans des tunnels là. Bon, en tout cas, c'est grave. C'est pour cela qu'on peut demander aux autorités de nous aider pour ce point-là. Voilà peint la situation difficile des Quinois qui ont choisi les quartiers Bibois et ses environs pour y ériger leur domicile. De l'avis de beaucoup, aucun effort n'est fourni par les pouvoirs publics pour rectifier les tirs, alors qu'eux aussi habitent bel et bien la ville de Kinshasa. Après avoir lancé l'opération Village agricole dans la ville du Bandundu, le gouverneur de cette province a visité les champs agricoles sur la nationale numéro 1 pour se rendre compte de ce qui se passe sur terrain. Jean Kamisendou, qui est déterminé à matérialiser la vision du chef de l'État, reste convaincu que le développement de la RDC n'est pas une fiction. C'est un reportage de nos confrères d'Antenne A. Lancée officiellement le 2 juillet 2012 à Kenge, la province du Bandundu dispose déjà de 11 villages agricoles répartis à travers les territoires et les villes. Après les campagnes de sensibilisation des populations rurales aux travaux agricoles, le gouvernement provincial du Bandundu s'est lancé dans la culture de produits et encadrement de populations rurales. Le gouverneur Jean Kamisendou a même lancé les week-ends agricoles où tous les ministres et membres du cabinet passent leur week-end au champ. Jean Kamisendou a fait une visite d'inspection sur l'axe Bandundu-Ville-Bagata et Kikwit-Mongata. Partout où il est passé, des étendues entières sont cultivées à l'aide des tracteurs dotés par le gouvernement central au gouvernement provincial du Bandundu. Ceux qui pensaient que c'était de la fiction, ils n'ont qu'à voir tout le travail qui est abattu ici. Nous avons, vous savez, dans notre province de Bandundu, nous avons 11 000 villages. Et là, nous avons étalé, nous avons travaillé pour 11 sites seulement. Et en termes de production, vous imaginez ce que cela peut représenter. C'est énormément. Un seul village, celui de Mbeko, la production est estimée à environ 100 tonnes. Et si nous devons répliquer tout cela au niveau de la province, je pense que le développement, ce n'est pas une fiction. Le gouvernement provincial du Bandundu veut faire approprier et inculquer à tous les décideurs la vision du chef de l'État de faire de la RDC les greniers agricoles au regard des potentialités qu'elle regorge. Et la province du Bandundu doit garder sa place de province pilote. Plusieurs établissements d'enseignement supérieur et universitaire ont procédé ce vendredi à la clôture de l'année académique 2011-2012. C'est le cas de l'Institut supérieur technique Songwam, situé à la 11e rue Limitée. Cette cérémonie coïncide avec la 31e édition de collation des grades académiques des lauréats qui ont satisfait en première session. Des diplômés en sciences infirmières, en agronomie et bien d'autres filières d'études ont été déversés sur le marché de l'emploi. Rosa Wazi, Monique Kunda, Marlène Chilemba et Cédric Kidimbo. 554 finalistes sur un taux de réussite de 62% avec un effectif de 1300 étudiants inscrits à l'Institut supérieur technique de Songwa. Pour cette année académique 2011-2012 qui vient de s'achever, une année particulièrement difficile a déclaré le directeur général de l'ITES suite aux incertitudes préélectorales et aux troubles post-électoraux, sans oublier la crise économique mondiale qui n'a pas épargné notre pays.
Le moment tant attendu après la lecture de procès-verbaux par les secrétaires du jury, c'est la remise des diplômes par les représentants du ministre de l'ESU. La grande joie dans mon cœur, donc tellement la joie pour moi dans mon cœur, je suis satisfaite pendant la journée de jour. Je suis tellement satisfaite de la journée de jour. Bon, ça a été toujours difficile, mais avec Dieu, ça va. L'Institut a rempli sa part du contrat. Les lauréats doivent, quant à eux, mettre en pratique les connaissances acquises. En dehors de chez nous, le président ghanéen John Dramani Mahama a été désigné jeudi par son parti, le Congrès national démocratique, réuni en congrès à Koumassi, candidat à l'élection présidentielle de ce décembre après la mort de l'ex-président John Atta Mills. Ce dernier était intronisé candidat à sa réélection à la tête du Ghana avant de décéder subitement à 68 ans en juillet. Selon le responsable du parti, Mahama, seul candidat en liste, a obtenu une écrasante majorité avec 2767 voix sur 2781 suffrages exprimés. Plus de 2700 délégués dont l'ancien président Jerry Rawlings était réuni à Koumassi dans le centre-sud du Ghana, un bastion traditionnel de l'opposition où le NDC tente de percer pour procéder au vote. Laurent Akoun, secrétaire général du Front populaire ivoirien, parti de l'ex-président Laurent Gbagbo, a été condamné ce vendredi à 6 mois de prison ferme pour trouble à l'ordre public, rapporte AFP. À l'issue des vifs débats d'environ 4 heures, M. Akoun, qui avait été arrêté le 26 août, a été condamné à une peine de 6 mois de prison ferme. Le procureur avait requis 5 ans de prison. Le responsable du FPI est remonté au poignet vers la maison d'arrêt et des corrections d'Abidjan, où il est détenu depuis le début de la semaine. Le cardinal italien et ex-archevêque de Milan, Carlo Maria Martini, une des grandes figures de l'Église catholique et ancien favori des sonnels progressistes, est mort ce vendredi à l'âge de 85 ans, a révélé l'archevêque de Milan, Angelo Scola. Le cardinal jésuite souffrait depuis 10 ans de la maladie des Parkinson. Carlo Maria Martini, qui figurait parmi les papabili lors du conclave de 2005 qui devait élire Joseph Ratzinger, a mené une contestation mesurée et nuancée au sein de l'Église en faveur d'une institution en dialogue avec le monde. En chute libre dans les sondages de confiance, François Hollande a tenté ce vendredi de répondre à l'inquiétude des Français palpables sur le terrain en promettant une accélération mais aucune nouveauté dans un programme déjà connu. Le changement, ce n'est pas une somme d'annonces, c'est une force qui donne une direction, a déclaré le chef de l'État à Chanton en Champagne où il a effectué son premier voyage. Mesdames et messieurs, je vous invite à présent à suivre la revue de presse qui vous est proposée par Rose Awazi. Le face-à-face Rwanda-RDC, Nations Unies, devant le Conseil de sécurité est largement commenté par la presse paru ce vendredi à Kinshasa. Les potentiels fait constater que les parrains de Kigali ont désormais dos au mur. Face à de preuves indémontables, l'oral passé devant le comité des sanctions des Nations Unies par la délégation rwandaise n'a pas convaincu et sa ruse n'a pas trouvé de preneurs, estime le journal. Les USA et la Grande-Bretagne, poursuivent les confrères, viennent de prendre la mesure. Des égarements du régime Kagame sont soumis à une rude épreuve de choix entre un soutien aveugle aux conséquences humanitaires dramatiques et des sanctions contre Kigali. Les points considèrent désormais que Kagame est sous tension. Coincé au Conseil de sécurité de l'ONU mercredi à New York, le journal fait savoir que devant les ministres congolais des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie Raymond Tshibanda, la ministre rwandaise des Affaires étrangères Louise Mushikiwabo n'a pas du tout convaincu les jurys. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, la RDC met les Rwandais KO, écrit l'objectif. Le journal est convaincu que désormais la guerre entre Kigali et Kinshasa est diplomatique. Sans aller par le dos de la cuillère, le chef de la diplomatie congolaise a affirmé que la rébellion du M23 n'est plus qu'une façade qui cache une agression de la RDC par le Rwanda.
Au même moment, Forum des As renseigne que le M23 impose sa loi à Rutshuru. De jeunes gens utilisés comme esclaves économiques par de travaux forcés. Les journaux se demandent comment, au moment où la population de Rutshuru ploie sous la servitude du M23, la classe politique congolaise garde des silences de mort. Même les partis politiques très loquaces, quand il s'agit de se positionner en rapport avec un partage du gâteau, ont eux aussi curieusement donné leur langue au chat. Terminons avec l'avenir. Le confrère constate avec amertume que malgré l'accalmie sur la ligne de front, le M23 se prépare à lancer une attaque d'envergure sur Massissi. Pour y arriver, le quotidien précise que 3000 jeunes ont été recrutés et formés par un certain Séraphin Marindi pour prendre part à cette attaque imminente qui risque de compliquer davantage l'équation à quelques jours du prochain round des discussions de chefs d'État membres de la conférence internationale sur la région de Grand Lac. C'est l'essentiel de journaux parus ce vendredi à Kinshasa. Nadine Laing. Merci Rosa Wazi pour cette revue de presse et merci à vous pour votre fidélité à Télé 7. Bonsoir.